Ils ont fermé des bases, renvoyé des soldats, puis tenu la ligne sous sanctions et isolement. Autour du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'Occident ne parle pas d'invasion. Il multiplie des centres de formation voisins, partage du renseignement, levier financier et options de déploiement rapide juste derrière les frontières. Si l'encerclement devient une cage, comment Ibrahim Traoré et ses homologues peuvent-ils protéger leur communication, leurs routes d'approvisionnement et la renégociation des contrats miniers sans céder sur le récit d'indépendance? Si cela tient, l'ancien mode d'emploi perd son pouvoir. Ce récit promet une lecture claire des enjeux réels au-delà des slogans et des postures. Il s'agit d'examiner comment une stratégie d'encerclement peut fonctionner sans invasion et pourquoi elle mise sur le temps, l'isolement et la fatigue plutôt que sur le choc frontal. Le bénéfice pour le spectateur est simple: comprendre les coûts cachés de la souveraineté. D'un côté, les États du Sahel revendiquent le contrôle de leur sécurité, de leurs ressources et de leurs alliances. De l'autre, les puissances occidentales déplacent la pression vers les frontières, les circuits financiers et la reconnaissance diplomatique. Entre les deux, un pari risqué: tenir assez longtemps pour transformer un geste politique en réalité durable. Ce qui est en jeu dépasse les capitales sahéliennes. Si l'expérience réussit, elle offre un précédent pour d'autres pays cherchant à diversifier leurs partenariats. Si elle échoue, elle renforcera l'argument selon lequel toute rupture se paie d'un prix insoutenable. Et si l'on posait la vraie question, non pas seulement qui gagne aujourd'hui, mais qui peut encore décider demain? Voici la révélation en deux phrases. Entre 2020 et 2023, trois capitales sahéliennes ont expulsé les forces françaises, non pour combler un vide, mais pour redessiner leur marge de manœuvre sous pression. Ce choix a déclenché une stratégie sans déclaration de guerre, fondée sur l'encerclement progressif plutôt que l'affrontement direct. Le contexte éclaire ce pari. Pendant des décennies, la présence militaire occidentale s'est présentée comme un rempart contre le terrorisme, tout en structurant des dépendances politiques, financières et sécuritaires. Les bases, accords de coopération et mécanismes d'aide ont créé un réseau dense où chaque changement interne passait par des filtres extérieurs. Lorsque les juntes arrivent au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger, elles ne contestent pas seulement des troupes sur leur sol, elles contestent l'architecture entière. La réponse occidentale s'adapte. Les retraits s'accompagnent d'un repositionnement au-delà des frontières, partenariats renforcés avec des voisins, partage de renseignements, pressions économiques ciblées, campagnes diplomatiques de délégitimation. L'objectif n'est pas d'entrer, mais de contenir, surveiller et, si nécessaire, peser sur les équilibres internes. L'encerclement est en couche, discret et cumulatif. C'est dans cet espace contraint que des figures comme Ibrahim Traoré prennent une dimension symbolique. Le dirigeant burkinabé incarne une rupture générationnelle qui relie souveraineté sécuritaire et contrôle des ressources. Cette posture résonne avec une opinion publique lassée d'un modèle perçu comme inefficace, mais elle expose aussi le pays à des coûts immédiats: isolement diplomatique, restrictions financières, incertitude sur les investissements. La question ouverte au début trouve ici sa première réponse. La cage ne vise pas une capitulation rapide. Elle teste la capacité à durer, à coordonner et à substituer des partenariats. Reste à savoir si cette endurance peut transformer un geste politique en trajectoire stable. Le changement ne se lit pas seulement dans les communiqués, mais dans des trajectoires humaines et des effets immédiats. À Ouagadougou, Bamako et Niamey, des officiers devenus chefs d'État servent de point d'ancrage narratif pour une politique qui se veut opérationnelle, pas symbolique. Leur rôle consiste à traduire une rupture abstraite en décisions concrètes visibles par la population.
Un premier impact apparaît dans la sécurité intérieure. Les gouvernements annoncent des recrutements accélérés, une intensification de la formation et une diversification des fournisseurs d'équipements. L'objectif était double: combler le vide laissé par les retraits et signaler que la justification historique de la présence étrangère ne tient plus. Sur le terrain, cela se traduit par une présence accrue de forces nationales et une communication plus directe sur les opérations. Un second impact touche l'économie politique. Les autorités engagent des révisions de contrats miniers et un encadrement plus strict de certaines filières, notamment l'or artisanal. Le message est simple: la souveraineté ne concerne pas seulement les armes, mais aussi la valeur extraite du sol. Cette inflexion crée des attentes populaires rapides, tout en suscitant des résistances de la part d'intérêts établis. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un repère narratif. Jeune, volontiers panafricaniste dans sa rhétorique, il relie la sécurité à l'héritage de figures historiques et à la promesse d'une autonomie réelle. Cette personnalisation aide à mobiliser, mais elle concentre aussi les critiques et les pressions sur un visage identifiable. Et voilà l'essentiel à retenir: les premiers effets montrent une capacité d'action, mais ils ouvrent surtout une période de test où chaque succès local doit compenser des contraintes extérieures plus larges. Le déclencheur est politique, mais ses effets sont immédiats. Lorsque les autorités de Bamako notifient le départ des forces françaises en 2022, le geste rompt un tabou ancien. En 2023, Ouagadougou puis Niamey suivent, transformant une décision isolée en séquence régionale. Ce qui ressemble à une série d'expulsions est en réalité une reconfiguration rapide des rapports de force. La bascule intervient avec le retrait lui-même. Les convois quittent les bases, les drapeaux sont abaissés et la communication officielle insiste sur le caractère souverain des décisions. Mais ce départ n'est pas une reddition. Il s'accompagne d'un repositionnement occidental juste au-delà des frontières, renforcement de partenariats sécuritaires avec des États voisins, multiplication de centres de formation, intensification du partage de renseignements. Le théâtre d'opération se déplace sans disparaître. Dans le même temps, les capitales sahéliennes accélèrent. Les budgets de défense sont réorientés, le recrutement augmente et les chaînes d'approvisionnement militaire se diversifient. Des accords y sont explorés avec de nouveaux partenaires, tandis que les discours publics mettent l'accent sur l'autonomie et la dignité nationale. Cette phase est marquée par un rythme rapide, presque compressé, où chaque semaine apporte une annonce destinée à montrer que le vide est comblé. Les répliques économiques arrivent ensuite. Les flux d'aide sont suspendus ou conditionnés. Certains avoirs sont gelés et la reconnaissance diplomatique se fait plus parcimonieuse. Les organisations régionales prennent des mesures de suspension, présentées comme techniques mais vécues comme politiques. L'objectif est de créer une pression cumulative, non spectaculaire mais persistante. L'encerclement prend forme par couches successives. À l'intérieur, les gouvernements tentent de transformer l'épreuve en levier. Les contrats miniers sont réexaminés. Les discours officiels relient sécurité et contrôle des ressources. Et la coopération régionale se formalise avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance vise à mutualiser les moyens, coordonner les frontières et afficher un front commun face aux pressions extérieures. C'est dans cette séquence que Ibrahim Traoré s'impose comme figure centrale. À Ouagadougou, ses prises de parole relient les décisions opérationnelles à une narration plus large sur la souveraineté africaine. Il invoque l'histoire, promet des résultats rapides et assume le coût de la confrontation. Cette visibilité renforce la cohésion interne, mais elle attire aussi l'attention internationale et concentre les attentes. La chronologie révèle ainsi un enchaînement précis: décision souveraine,
retrait visible, pression déplacée, adaptation interne, puis institutionnalisation régionale. Chaque étape appelle la suivante sans laisser de pause stratégique. Le tempo est volontairement soutenu, car le temps joue contre les États isolés. Et si l'on lit entre les lignes, on comprend ceci. Cette accélération vise à atteindre un point de non-retour, où revenir à l'ordre ancien deviendrait politiquement et matériellement trop coûteux, même sous pression prolongée. Pendant des décennies, la sécurité du Sahel reposait sur des missions extérieures présentées comme indispensables. Depuis 2022 à 2023, la même région tente de produire ses propres capacités malgré des contraintes accrues. Ce passage d'un modèle assisté à un modèle autoporté constitue le delta central à mesurer, car il conditionne la crédibilité de la rupture. Premier indicateur, c'est l'effort sécuritaire interne. Les gouvernements annoncent une hausse soutenue du recrutement et de la formation des forces nationales, accompagnée d'une diversification des fournisseurs d'équipements. La comparaison est claire. Auparavant, la présence étrangère absorbait la fonction clé de projection et de renseignement. Désormais, les États cherchent à internaliser ces fonctions, même de manière incomplète. La donnée brute n'est pas seulement le volume d'effectifs, mais la réorientation doctrinale vers des unités nationales visibles sur le terrain, ce qui modifie la perception de l'autorité. Deuxième indicateur, c'est la pression économique mesurable. Les suspensions d'aide, les gels d'avoirs et les restrictions d'accès à certains mécanismes financiers créent un choc de liquidité. L'effet n'est pas immédiat sur toutes les lignes budgétaires, mais il s'accumule. Le delta se lit dans la marge de manœuvre. Moins de financement concessionnel, plus de dépendance à des recettes internes et à des partenariats alternatifs. Chaque décision souveraine augmente le coût de financement à court terme, tout en promettant une autonomie accrue à moyen terme. Troisième indicateur, c'est les ressources naturelles. La renégociation des contrats miniers et l'encadrement renforcé de certaines filières déplacent la valeur ajoutée attendue. Le baseline était un système d'extraction orienté vers l'export, avec une faible captation locale. Le delta recherché consiste à retenir une part plus importante des revenus dans les budgets nationaux. Même sans chiffres publics détaillés, l'ajustement des termes contractuels et des mécanismes de contrôle signale un changement de trajectoire économique perçu comme une menace par des intérêts établis. Ces trois axes interagissent. Une sécurité plus autonome soutient la capacité à faire respecter de nouveaux cadres économiques. Des recettes mieux captées financent à terme l'effort sécuritaire. Mais la transition crée un goulet d'étranglement. Les coûts sont immédiats, les bénéfices différés. C'est ici que la stratégie d'encerclement cherche à peser en allongeant la période où les États doivent tenir sans résultat spectaculaire. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré insiste sur une lecture séquentielle des preuves. Ses discours lient l'effort militaire, la réforme économique et la coopération régionale comme des variables d'un même système. La logique est simple, aucun indicateur isolé ne suffit, c'est leur cohérence dans le temps qui fait preuve. Cette approche reconnaît implicitement la fragilité du moment, tout en misant sur une accumulation progressive d'effets. La réponse à la question suspendue plus tôt se précise. Les chiffres, même partiels, suggèrent d'une transition coûteuse mais structurée. Le test n'est pas de produire des gains immédiats, mais de réduire l'écart entre dépendance passée et autonomie recherchée avant que la pression externe n'épuise la capacité d'endurance. L'argument le plus solide des critiques repose sur la sécurité. Selon cette lecture, l'expulsion des forces étrangères fragilise la lutte contre les groupes armés, car les armées nationales manqueraient encore de capacités de renseignement, de mobilité et de coordination régionale. Le risque serait une dégradation rapide de la situation intérieure.
rendant toute souveraineté théorique et exposant les populations à une violence accrue. À cela s'ajoute l'idée que l'isolement diplomatique complique l'accès à l'assistance technique indispensable à court terme. Un second argument tout aussi robuste concerne l'économie, les suspensions d'aide, les restrictions financières et l'incertitude réglementaire pèseraient sur les budgets publics et l'investissement privé. Dans cette optique, renégocier des contrats miniers sans alternative crédible ferait fuir les capitaux, aggravant le chômage et la pression sociale. Le coût de la rupture serait immédiat, tandis que les bénéfices resteraient hypothétiques, surtout pour des États enclavés dépendant des corridors régionaux. La réponse des autorités sahéliennes s'articule en deux temps. D'abord, elles contestent le baseline implicite. La présence étrangère n'aurait pas stabilisé durablement la région malgré des années d'efforts. La persistance de l'insécurité devient ainsi un contre-argument, suggérant que la dépendance antérieure n'offrait pas la garantie promise. Ensuite, elles avancent une logique de substitution graduelle plutôt que de rupture totale. La coopération change de partenaire et de format, mais ne disparaît pas. Sur l'économie, la réfutation insiste sur la temporalité. Les coûts à court terme sont reconnus, mais présentés comme le prix d'un réalignement nécessaire. Les révisions contractuelles visent à corriger une captation jugée déséquilibrée afin de financer précisément les capacités sécuritaires et sociales. Cette circularité est au cœur du pari. Accepter une phase de tension pour réduire la vulnérabilité structurelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré et ses homologues assument une position risquée mais cohérente. Ils ne promettent pas une amélioration immédiate, mais une trajectoire différente. Le débat ne porte donc pas sur l'absence de risque, mais sur le choix entre une dépendance jugée inefficace et une transition incertaine. La conclusion intermédiaire est nette. Si les critiques soulignent des dangers réels, elles n'annulent pas l'argument central selon lequel le statu quo présentait déjà un coût élevé. La question devient alors comparative, pas morale. Le point de bascule apparaît lorsque la pression cesse d'être uniquement militaire pour devenir systémique. L'encerclement fonctionne moins comme un mur que comme un mécanisme de fatigue où le temps, l'isolement financier et la bataille du récit comptent autant que les bases ou les troupes. Cette révélation change la lecture des événements. La stratégie ne vise pas un effondrement rapide, mais une érosion progressive de la capacité à gouverner. À ce stade, la coordination régionale devient centrale. L'alliance des États du Sahel n'est pas seulement une réponse défensive, elle sert à réduire les points de friction créés par l'isolement en mutualisant frontières, informations et flux commerciaux. En agissant ensemble, les trois États tentent de transformer une vulnérabilité individuelle en résilience collective. C'est ici que Ibrahim Traoré ajuste son discours. Il ne parle plus seulement de rupture, mais de durée. La souveraineté est présentée comme un processus, pas comme un événement, nécessitant discipline budgétaire, patience sociale et alliance fonctionnelle. Cette inflexion rhétorique reconnaît implicitement la nature de l'encerclement, un test d'endurance plus qu'un duel frontal. La curiosité ouverte plutôt se referme partiellement. Si la cage existe, elle peut être desserrée non par un coup spectaculaire, mais par l'accumulation de substitutions concrètes. La question suivante devient alors stratégique. Combien de temps faut-il tenir pour que la pression perde son effet dissuasif? Les effets concrets de cette stratégie se lisent différemment selon les acteurs et c'est là que l'épreuve devient tangible. Pour les États, l'encerclement impose une gestion quotidienne de la rareté. Les budgets sont arbitrés sous contrainte, la diplomatie se fait plus sélective et chaque partenariat est évalué à l'aune de sa capacité à remplacer une dépendance antérieure. La coordination régionale devient un multiplicateur de puissance. Mutualiser des contrôles frontaliers,
harmoniser certaines règles commerciales et parler d'une seule voix réduit les coûts unitaires de l'isolement. Pour les entreprises, le paysage change brutalement. Les acteurs historiquement installés font face à des révisions contractuelles, à des exigences de contenu local et à une incertitude réglementaire accrue. À l'inverse, de nouveaux partenaires, notamment non occidentaux, voient s'ouvrir des opportunités conditionnées à des transferts de compétences et à des infrastructures visibles. Le résultat n'est pas une fuite uniforme des capitaux, mais une recomposition. Certains flux se retirent, d'autres entrent, avec des horizons et des attentes différentes. Du côté des citoyens, l'impact est plus ambivalent. À court terme, la pression économique peut se traduire par des hausses de prix, des tensions sur l'emploi et une réduction de certains services. En parallèle, le récit de souveraineté nourrit un sentiment de reprise de contrôle, renforcé par des symboles forts comme la visibilité accrue des forces nationales ou la renégociation de ressources stratégiques. Cette dualité crée un contrat implicite: accepter des sacrifices présents en échange d'une promesse d'autonomie future. Pour la région, enfin, les conséquences dépassent le trio sahélien. Les voisins observent attentivement la capacité à maintenir les flux commerciaux, à sécuriser les corridors et à éviter une déstabilisation transfrontalière. Un succès relatif encouragerait d'autres États à diversifier leurs partenariats. Un échec renforcerait les mécanismes de dissuasion existants. La dynamique régionale devient ainsi un baromètre pour l'ensemble du continent. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré occupe une place charnière. Sa posture influence la perception internationale du Burkina Faso, mais elle sert aussi de test narratif. Peut-on associer fermeté souveraine et gestion pragmatique des conséquences sociales? Ces interventions lient explicitement les sacrifices demandés à des gains attendus, cherchant à maintenir l'adhésion malgré les contraintes. La question ouverte au point médian trouve ici une réponse opérationnelle. L'encerclement produit des coûts réels, mais il n'est pas uniformément paralysant. Il redistribue les risques et les opportunités, forçant chaque acteur à s'adapter. Reste l'inconnu central. Ces ajustements suffiront-ils à transformer l'endurance en avantage durable avant que la pression cumulative n'érode le consentement interne? Le premier scénario, de base, prolonge les tendances actuelles sans rupture majeure. Les États du Sahel maintiennent leur coordination minimale, absorbent une pression économique persistante et évitent l'effondrement sécuritaire sans obtenir de gains spectaculaires. Les partenariats alternatifs compensent partiellement les retraits occidentaux, tandis que l'isolement diplomatique reste gérable. Dans cette trajectoire, la souveraineté progresse lentement, au prix d'une austérité politique et sociale prolongée. Le scénario optimiste suppose une consolidation plus rapide. La coopération régionale réduit les goulets d'étranglement logistique, certaines renégociations de ressources améliorent les recettes publiques et les capacités sécuritaires nationales gagnent en efficacité visible. La pression externe perd alors une partie de son effet dissuasif car le coût marginal de l'isolement diminue. Dans ce cadre, la narration souverainiste se renforce et des États tiers envisagent une diversification prudente de leurs propres partenariats. Le scénario pessimiste repose sur une accumulation de chocs. Une dégradation sécuritaire interne combinée à un durcissement des sanctions ou à des blocages régionaux pourrait étirer les capacités budgétaires et politiques au-delà de leur seuil de tolérance. La contestation sociale s'amplifierait et la coordination régionale se fragiliserait sous la pression asymétrique. La cage fonctionnerait alors comme prévu, non par un coup décisif, mais par l'épuisement. Dans chacun de ces cas, un facteur transversal domine: la gestion du temps.
Si les États peuvent transformer les premiers mois en période d'apprentissage et de substitution, la pression perd en efficacité. Si, au contraire, les coûts se concentrent trop vite, l'espace politique se referme. C'est ici que Ibrahim Traoré ajuste le cadre de décision. Ses interventions publiques insistent sur des objectifs intermédiaires plutôt que sur des promesses finales, cherchant à aligner attentes sociales et réalités opérationnelles. La recommandation implicite est simple: penser en séquence, pas en victoires immédiates. La curiosité ouverte plutôt se referme partiellement. Le futur ne dépend pas d'un basculement spectaculaire, mais de la capacité à rendre chaque mois supportable jusqu'à ce que l'encerclement cesse d'être un levier efficace. À ce stade, l'enjeu cesse d'être abstrait et touche des choix quotidiens. Pour les publics africains, la trajectoire du Sahel pose une question directe. Faut-il accepter une transition coûteuse aujourd'hui pour réduire des dépendances jugées inefficaces ou privilégier la stabilité immédiate au risque de prolonger une vulnérabilité structurelle? Le débat n'est pas théorique. Il renvoie à l'emploi, au prix, à la sécurité locale et à la dignité perçue. Pour les observateurs extérieurs, notamment en Europe ou en Amérique du Nord, la situation agit comme un miroir. Elle interroge l'efficacité réelle des politiques de conditionnalité, des dispositifs de sécurité externalisés et des récits de partenariat. Si l'encerclement échoue à produire une capitulation, il suggère que les leviers traditionnels perdent de leur portée dans un monde plus fragmenté. Il existe aussi un impact plus discret sur les entreprises, les ONG et les diasporas. Adapter des projets, maintenir des liens ou suspendre des engagements devient un exercice d'arbitrage moral et pragmatique. Chaque acteur doit décider jusqu'où il accepte l'incertitude et à quelles conditions. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré sert de point de projection. Ses choix, largement médiatisés, cristallisent des débats plus larges sur l'autonomie, la responsabilité et le coût du changement. Il n'est ni un cas isolé, ni un modèle universel, mais un révélateur des tensions d'un ordre en transition. Deux pistes concrètes émergent pour le spectateur. D'abord, distinguer les discours des mécanismes, regarder les flux, les règles et les délais plutôt que les slogans. Ensuite, penser en termes de trajectoire comparée, mesurer les coûts du statu quo autant que ceux de la rupture. Cette double lecture permet de dépasser les réactions immédiates et de saisir la portée réelle de ce qui se joue au Sahel. La question implicite devient personnelle. Face à des choix similaires, privilégieriez-vous la prévisibilité à court terme ou la marge de manœuvre à long terme, même sous pression? La durabilité de la rupture repose sur une séquence précise d'actions plus que sur des déclarations. Première étape, il faut sécuriser le minimum vital. Cela implique de concentrer les moyens disponibles sur des axes prioritaires, protéger les corridors logistiques essentiels et maintenir une présence étatique visible. L'objectif n'est pas la perfection, mais la continuité, afin d'éviter que la pression externe n'exploite des vides immédiats. Deuxième étape, il s'agit de stabiliser les ressources. Les autorités cherchent à rendre effectives les révisions contractuelles et à améliorer la captation des revenus clés, même de façon graduelle. Chaque amélioration, même marginale, finance la phase suivante et réduit la dépendance aux flux conditionnels. La mesure du succès se fait en délai et en régularité, pas en montant spectaculaire. Troisième étape, l'objectif est de institutionnaliser la coordination régionale. L'Alliance des États du Sahel doit passer du symbole à la procédure avec des mécanismes partagés de contrôle, de renseignement et de facilitation commerciale. Cette intégration réduit le coût unitaire de l'isolement et transforme l'endurance individuelle en résilience collective. Quatrième étape, il faut gérer le récit.
La communication vise à aligner attentes internes et réalité opérationnelle en reconnaissant les coûts sans promettre des gains immédiats. C'est ici que Ibrahim Traoré insiste sur la pédagogie politique, liant chaque mesure à un indicateur observable pour maintenir l'adhésion. Cinquième étape, l'idée est de diversifier sans dépendre. Les partenariats alternatifs sont évalués selon leur capacité à transférer des compétences et à laisser une marge de décision. La question n'est pas de remplacer une tutelle par une autre, mais de multiplier les options. La curiosité ouverte, plutôt, se referme clairement. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle transforme l'encerclement en problème de gestion séquentielle. Le succès se mesure alors moins à une victoire finale qu'à la capacité de rendre chaque étape soutenable jusqu'à ce que la pression perde son caractère dissuasif. Le fil narratif revient aux visages et aux lieux qui ont ouvert cette trajectoire. À Ouagadougou, les scènes de départ des troupes étrangères et les discours sur la souveraineté ne sont plus des moments isolés, mais les premiers chapitres d'un test prolongé. Ce qui semblait être un geste de défi se révèle une discipline quotidienne, faite d'arbitrages silencieux et de compromis assumés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne moins une promesse qu'une tension. Il symbolise l'espoir d'une autonomie réelle, tout en concentrant les contradictions d'un projet exposé à des pressions multiples. Sa référence à des héritages historiques n'est pas une nostalgie, mais une manière de rappeler que la souveraineté s'est toujours construite sous contrainte, jamais dans le confort. Le rappel du motif initial est clair. L'encerclement n'a pas disparu, mais il n'a pas non plus produit l'effet immédiat attendu. Entre endurance et fatigue, la trajectoire reste ouverte. Chaque décision prise aujourd'hui s'inscrit dans une chaîne où le temps devient la variable décisive. Pour le dire en une phrase, tenir, c'est déjà transformer l'équilibre. Cette clôture n'offre pas de conclusion définitive. Elle prépare le terrain pour une dernière question plus large qui dépasse le Sahel et renvoie à l'avenir de la souveraineté dans un monde où les leviers traditionnels perdent de leur efficacité. La trajectoire du Sahel ne se résume ni à un affrontement binaire ni à un verdict immédiat. Elle agit comme un révélateur des transformations en cours, dilution des leviers classiques, montée de partenariats alternatifs et réapparition du temps comme arme stratégique. Ce qui se joue n'est pas seulement l'avenir de trois États, mais la manière dont la souveraineté peut être négociée, défendue et rendue crédible sous pression. Pour le public, l'enjeu n'est pas de choisir un camp, mais d'examiner les mécanismes. Observer comment l'encerclement est construit, comment il est contourné et à quelles conditions il cesse d'être dissuasif permet de dépasser les récits simplificateurs. La question mérite d'être discutée collectivement sans slogan ni certitude prématurée. Alors, que tirer de cette séquence? Si vous deviez évaluer une stratégie similaire ailleurs, quels indicateurs regarderiez-vous en priorité? La sécurité, l'économie, l'adhésion sociale ou la capacité à durer dans le temps? Et à partir de quel moment considéreriez-vous qu'une rupture coûteuse devient un investissement politique viable? La discussion reste ouverte. Partagez votre lecture, confrontez-la à d'autres et poursuivez le dialogue sur ce que signifie réellement tenir quand la pression devient la norme.